À 7h55 du matin, le 4 juin 1943, le vice-amiral Ernst Hendler se tient sur la passerelle du croiseur amiral Prince Eugène, le fleuron de la force navale de l'Axe en Méditerranée. Il est entouré de la plus puissante armada jamais rassemblée dans cette mer, l'escadre Cimeterre. 4 porte-avions, croiseurs lourds, des centaines de pilotes d'élite allemands et italiens, et assez de puissance de feu pour anéantir la présence alliée de l'Afrique du Nord à Malte. Ils se trouvent actuellement à 260 000 nautiques au nord-ouest du rocher minuscule de Malte. Hendler passe une très bonne matinée. Sa première vague de 108 avions vient de décimer les défenses de l'île. Il est convaincu que la flotte de la France libre et les navires alliés sont toujours amarrés à Alger à des milliers de kilomètres, totalement inconscients que le marteau est sur le point de s'abattre. Il est confiant, il est à l'aise, et il a complètement tort. Car tandis que Hendler scrute l'horizon à la recherche de navires ennemis que ses renseignements disent inexistants, il n'a aucune idée qu'il combat déjà un fantôme. Un fantôme créé non par l'acier, mais par les mathématiques. À 4000 kilomètres de là, dans un sous-sol enfumé et sans fenêtre d'Alger connu sous le nom de Le Caveau, le commandant Henri Blanchard se frotte les yeux injectés de sang. Il n'a pas dormi correctement depuis des semaines. Il dirige le service Zeta, une équipe de décrypteurs qui se battent avec des crayons et des fiches perforées. Il y a des semaines, ils ont intercepté des communications radio de l'Axe bavardant d'une attaque sur une cible codée La Roche. Le commandement allié à Londres soutenait que La Roche désignait la Sicile. Blanchard n'était pas d'accord. Pour le prouver, il a fait diffuser depuis le fort de Malte un faux message en clair « Notre usine de dessalement d'eau de mer est en panne ». 2 jours plus tard, un message allemand était intercepté. La cible La Roche manque d'eau. Le piège était confirmé. Le fantôme était réel. Grâce à cette prestidigitation numérique, le vice-amiral André Godard n'a pas gardé ses navires d'Alger. Il a envoyé le Phénix l'Aigle et la Foudre, ses porte-avions croiseurs légers, à un endroit précis de l'océan au nord-est de Malte, baptisé Point Chance. Ils y sont depuis 24 heures, naviguant tous feux éteints, attendant l'arrivée de Hendler. Les chasseurs sont tombés directement dans une contre-embuscade. À 8 heures du matin, le monde confortable de l'amiral Hendler commence à se fissurer. Un hydravion de reconnaissance lancé en retard à cause d'un dysfonctionnement de catapulte sur le croiseur Leipzig envoie un message terrifiant. 10 navires de surface ennemie aperçus. Hendler se fige. Des navires? Il ne devrait pas y avoir de navires. Y a-t-il des porte-avions? Le rapport ne le dit pas. Hendler fait face à une décision cauchemardesque, un dilemme tactique qui sera étudié dans les écoles de guerre pendant le siècle à venir. Ces ponts d'envol sont pleins d'avions de réserve armés de torpilles pour attaquer la flotte française si elle se présentait. Mais il y a quelques instants, il a ordonné qu'ils soient réarmés avec des bombes hautement explosives pour une seconde frappe sur Malte. Les hangars en dessous sont une fourmilière chaotique de mécaniciens échangeant frénétiquement des munitions. Des torpilles de 800 kg et des bombes explosives sont empilées sur les ponts du hangar non encore arrimés dans les soutes. C'est une poudrière attendant une étincelle. S'il lance maintenant avec des bombes terrestres, il ne peut pas blesser les navires français. S'il attend de revenir aux torpilles, il laisse ses navires vulnérables pendant 1 heure. Il hésite. Et en guerre, l'hésitation est la mort. Pendant que l'amiral allemand tergiverse, les Français sont déjà en l'air. Mais cela ne se passe pas bien, c'est un désastre. L'attaque française est incoordonnée, dispersée et vole en morceaux dans un hachoir à viande. À 9h20 du matin, l'escadrille de torpillage 8 et T8 du Phénix trouve la flotte allemande. Ce sont 15 bombardiers torpilleurs, le Frelon. Frelon est une blague cruelle. Ces avions sont obsolètes lents et volent bas et droit, la cible la plus facile du ciel. Ils n'ont aucune couverture de chasse, aucune. En hauteur, la patrouille aérienne de combat allemande PAC les repère. Ce sont les légendaires Messerschmitt Bf-109 rapides, agiles et pilotés par des vétérans avec des milliers d'heures de vol.
Ils plongent sur les Français comme des requins sentant le sang. Les 109 hurlent depuis 3000 mètres, leurs canons de 20 mm déchiquetant les lents bombardiers français. Un par un, les frelons sont écrasés dans la mer. Sur les 15 avions de ET-8, les 15 sont abattus. Seul un pilote, l'enseigne de vaisseau Jean Moulin, survit flottant dans l'eau regardant ses amis mourir. Pour les Allemandes sur les ponts du Prince Eugène et du Leipzig, cela ressemble à un tir au pigeon. Ils applaudissent. Ils ont anéanti une escadrille française entière sans prendre une égratignure. Les pilotes de Messerschmitt sont enivrés de leur propre supériorité. Mais ils viennent de commettre une erreur fatale basée sur la physique. Pour tuer les bombardiers torpilleurs volant à basse altitude, l'intégralité de la couverture de chasse allemande est descendue au niveau de la mer. Ils pullulent juste au-dessus des vagues, épuisant leurs munitions et leur carburant distrait par les cibles faciles. Ils ont laissé le plafond du ciel, l'espace au-dessus de 5000 mètres complètement vide. La porte du toit a été laissée déverrouillée. À 10h20 du matin, les 6 minutes décisives commencent. Bien au-dessus des nuages, à 6000 mètres, 2 escadrilles de bombardiers en piqué, les plongeurs SBD arrivent. Ils sont menés par le commandant Philippe Leclerc du Phénix et le capitaine Michel Dubois de la Foudre. Ils tournent sur leur dernière goutte d'essence. Leclerc a désobéi aux ordres de retourner à la base pariante sur une intuition pour suivre le sillage d'un destroyer italien qu'il a aperçu quelques minutes plus tôt. Ce pari paie. En dessous d'eux, à travers les percées dans les nuages, se trouve toute l'escadre cimeterre. Les navires allemands sont d'énormes cibles aux ponts jaunes filant face au vent pour lancer leur contre-attaque. Leurs ponts sont remplis d'avions en train de faire le plein. Les tuyaux d'essence coulent. Les bombes sont désempilées. C'est une station-service flottante assise au sommet d'un dépôt de munitions. Et parce que les Messerschmitt sont tous au niveau de la mer à la poursuite des torpilleurs, il n'y a personne pour arrêter les Français. Pas de sirène, pas d'avertissement. Leclerc inclinait son aile. « En piqué », transmet-il par radio. La physique d'une attaque en piqué est terrifiante. Le pilote pousse le manche en avant, mettant l'avion dans un piqué quasi vertical à 70 degrés. La gravité prend l'avion de 5 tonnes et l'accélère à 240 nœuds. L'air qui s'engouffre est si bruyant qu'il couvre le moteur. Le pilote doit lutter contre les forces G, regardant à travers un viseur télescopique qui s'embue visant une cible en mouvement, tandis que l'altimètre tourne comme une horloge en accéléré. À 600 mètres, il lâche la charge, une bombe perforante de 500 kg et redresse avec 5 G de force, luttant pour ne pas perdre connaissance. À 10h02 du matin, le Düsseldorf est le premier à mourir. 4 bombes manquent leur cible, mais la 5e frappe en plein centre. Elle traverse le pont d'envol et explose à l'intérieur du hangar. Vous vous souvenez de ces torpilles et de ces conduites de carburant empilées qui inquiétaient Handler. Elles explosent toutes en même temps. L'explosion est si violente qu'elle projette la lourde plateforme de l'ascenseur à des centaines de mètres en l'air. Les vapeurs de carburant d'aviation s'enflamment, transformant le navire entier en un haut fourneau. En quelques secondes, le Düsseldorf n'est plus un navire de guerre, c'est un cercueil en feu. Quelques secondes plus tard, 3 plongeurs du Phénix s'alignent sur le navire amiral le Prince Eugène. La première bombe manque touchant l'eau, la deuxième bombe touche l'eau, mais la troisième bombe, pilotée par le lieutenant Jules Masson, est le tir en or. Elle transperce le pont d'envol près de l'ascenseur central et explose parmi les avions torpilles entièrement ravitaillés en carburant attendant de décoller. La réaction en chaîne est instantanée. Le gouvernail du prince Eugène se bloque. La fierté de la marine de l'Axe commence à tourner en rond, sans but vomissant, une fumée noire, ses organes internes consumés par le feu. Plus au nord, les bombardiers de la Foudre interceptent le Leipzig. 3 coups, 3 minutes. Le Leipzig est éventré de la proue à la poupe, en l'espace de 6 minutes moins de temps qu'il n'en faut pour faire bouillir un œuf. L'équilibre des pouvoirs en Méditerranée a basculé à 180 degrés.
3 des 4 navires de l'escadre Cimeterre sont des épaves brûlantes. L'escadre Invincible a été décapitée. Mais le combat n'est pas terminé. Un navire allemand italien reste le Gneisenau, et à son bord se trouvent des pilotes d'élite survivants qui brûlent de rage. Ils savent exactement où se trouvent les Français. Ils lancent une contre-attaque à 10h50 du matin. Ceci nous amène à l'Aigle. Si les navires allemands sont des coquilles d'œufs armées de marteaux, les navires français sont des universités flottantes de contrôle des avaries. L'Aigle avait déjà été endommagé lors de la bataille de Sicile quelques semaines plus tôt. Les renseignements allemands la croyaient coulée. Pourtant, la voici réparée en 48 heures par 1400 ouvriers travaillant 24 heures sur 24 à Bizerte. Lorsque les bombardiers en piqué du Gneisenau frappent l'Aigle, ils marquent 3 coups directs. Les chaudières s'arrêtent. Le navire dérive sans moteur. Les pilotes allemands transmettent par radio porte-avions en train de couler. Ils rentrent chez eux pensant que le travail est fait. Mais ils sous-estiment l'ingéniosité et la débrouillardise française. Sur l'Aigle, des hommes en combinaison d'amiante combattent les incendies. Ils ne se contentent pas de projeter de l'eau. Ils utilisent un système novateur de purge au CO2 pour dégager les conduites de carburant. Ils étayent des cloisons avec du bois. En 1 heure, le navire coulant navigue à 20 nœuds et lance des avions. Alors, lorsque la deuxième vague de torpilleurs du Gneisenau arrive 2 heures plus tard, ils sont confus. Ils voient un navire intact se déplaçant à vive allure. Ce doit être un autre navire, pense le chef d'escadrille. Ils l'attaquent. 2 torpilles frappent le flanc bâbord de l'Aigle. Le navire gît à 23 degrés. Le courant meurt à nouveau. Cette fois, l'ordre est donné d'abandonner le navire. L'Aigle a absorbé la fureur destinée à toute la flotte, agissant comme une éponge qui a bu la contre-attaque allemande. Mais tandis que l'Aigle se meurt, ses hydravions de reconnaissance ont trouvé le Gneisenau. À 17 heures, le soleil est bas. L'acte final commence. 24 bombardiers en piqué plongeurs du Phénix, dont 10 réfugiés de l'Aigle, plongent en hurlant sur le Gneisenau. Il n'y a plus de Messerschmitt pour le protéger. La PAC allemande a été épuisée, leurs avions perdus ou à court de munitions. Les bombes françaises frappent le Gneisenau 4 fois. Les explosions sont si puissantes que l'ascenseur avant est rejeté contre la passerelle, piégeant l'équipage de commandement à l'intérieur. Alors que la nuit tombe sur la Méditerranée, le compte est réglé. 4 navires de l'Axe Prinz Eugen Düsseldorf, Leipzig, Gneisenau sont au fond de la mer ou brûlent de manière incontrôlable. 357 marins et aviateurs allemands et italiens sont morts, mais la perte la plus critique n'est pas l'acier, c'est la chair. Les mécaniciens, les équipes de pont et les pilotes vétérans qui se sont entraînés pendant une décennie, ils sont partis. L'Axe peut construire de nouveaux navires, mais il ne peut pas former de nouveaux experts. La fuite des cerveaux est catastrophique. Du côté français, l'Aigle est perdu. Il coulera plus tard d'une attaque sous-marine, ainsi que le destroyer Le Foudroyant. 307 Français et alliés sont morts. Mais la victoire stratégique est absolue. Dans le caveau à Alger, le commandant Blanchard entend les rapports arriver. L'astuce La Roche a fonctionné au-delà de ses rêves les plus fous. La guerre du renseignement n'a pas seulement soutenu la bataille, elle a été la bataille. Sans ce décryptage, la flotte alliée aurait été prise en pleine mer ou détruite au port. Au lieu de cela, ils ont attrapé le samouraï avec son sabre encore dans le fourreau. La bataille de Malte fictive n'était pas seulement une victoire, c'était un pivot de l'histoire. Avant 10h22 du matin, le 4 juin 1943, l'Axe se développait en Méditerranée. Après 10h30, il a commencé à se contracter. Il a perdu l'initiative et pendant les 2 années suivantes, il n'attaquerait plus jamais un bastion allié stratégique. Il ne ferait que battre en retraite, île après île sanglante jusqu'à la fin. La destruction de l'escadre Cimeterre a prouvé que dans la guerre moderne, l'arme la plus dangereuse n'est pas le plus gros navire, ni l'avion le plus rapide. C'est l'information. C'est savoir où est votre ennemi quand il se croit invisible.
Et c'est la capacité de transformer une fenêtre d'opportunité de 5 minutes en un coup de marteau décisif qui change l'histoire. Alors qu'en pensez-vous? La victoire à Malte était-elle uniquement due au génie des cryptogrammes français ou était-ce l'incroyable chance des bombardiers en piqué arrivant à l'instant précis où les Messerschmitt étaient au niveau de la mer? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Écrasez ce bouton j'aime si vous aimez entendre comment l'outsider gagne avec un meilleur renseignement et des pilotes plus audacieux. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies des tournants de l'histoire.